On accueille Greg, je suis pas content. Bonjour à toi. Est-ce que tu es toujours sur Tipeee? Est-ce que tu l'as quitté? Non, je suis toujours sur Tipeee et je le mérite pas vraiment en ce moment, hein, parce que j'ai pas produit grand chose. Non, je suis pas, j'ai suivi, j'ai vu passer ce truc complètement con. C'est incroyable. Mais c'est con de tous les côtés, c'est con le procès qui lui est fait au mec et c'est con, c'est con ce qu'il dit aussi au départ, hein. C'est méga con, hein. De dire, il y a Kali qui est là, on en avait parlé justement de ça dans un de ses lives. Enfin, son argument de dire, moi je garde les antisémites jusqu'à ce qu'ils soient condamnés, bah, c'est le contraire de l'état de droit en fait. Parce que si tu veux, le principe de la justice dans l'état de droit, c'est qu'elle est absout. Théoriquement. Oui, tu es condamné, tu payes ta dette et après c'est fini. Ah, émettre une distinction, c'est de la double peine, c'est ridicule en fait en soi. Donc ce qu'il dit c'est con, c'est pas tu prends les antisémites s'ils sont pas condamnés, c'est tu prends les antisémites ou tu prends pas les antisémites. C'est ça. Ce que je veux dire c'est que c'est pas la loi en fait, c'est sa propre grille morale et échelle morale. Peut-être qu'à titre personnel, moralement, il est contre le principe de l'absolution de la peine, mais bon voilà, ça se tient pas en fait. Ah, il faut l'absolution de la peine en fait, c'est ça qui est. Enfin, oui. Par exemple, Kali prenait l'exemple de Kanta. Moi je trouve que c'est un exemple qui est complexe parce que en fait c'est médiatique, hein. On est avec Trintignant. Ouais, et puis c'est Trintignant aussi, c'est pas n'importe qui, c'est pas des randoms. D'accord. C'est un juge qui a prononcé à Bertrand Cantat son interdiction de s'exprimer. Mais ça c'est grave par exemple. J'ai eu une entreprise privée. Mais c'est assez grave je trouve quand même parce que ça envoie un message particulier et surtout c'est que des randoms t'aurais pas ces interdictions là en fait. T'aurais l'absolution justement. Donc c'est là où il y a une sorte de jeu assez bizarre avec cette... Ça peut justifier... ça justifie, mais c'est compliqué parce que tu le feras pas pour les autres. En état de droit et de dire que lui qui il est pour estimer que... se substituer au juge pour dire non, moi j'estime que la peine n'a pas été salvatrice et aura dû s'accompagner d'une décision de justice accessoire de privation temporaire de liberté. Bah non, en fait. Donc son argument, en fait, ça devient une connerie par quasi peur du wokisme, en fait. Parce que c'est une sorte de parade pour essayer de satisfaire tout le monde, mais ça marche pas. Pas possible. Ça marche pas parce que ça devient contraire à l'état de droit, donc ça devient con. De toute façon, même au niveau de ce qui est proposé, enfin, aujourd'hui on parle de liberté d'expression, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quoi la liberté d'expression, jusqu'où on a le droit d'aller, effectivement, alors il va y avoir une liberté, on peut avoir une liberté de ton, etc., mais on n'a pas une véritable liberté d'expression déjà en France, voilà, on n'est pas aux États-Unis, et au-delà de ça, parce que les États-Unis ils ont une véritable liberté d'expression, enfin vraiment pas véritable, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont interdits aussi, mais autres on va dire, sur plein de sujets. Ils ont une liberté d'expression constitutionnellement garantie, voilà. C'est-à-dire... Après, pour le coup, s'il y a bien un truc que nous ont justement appris les nouveaux guerriers de la justice sociale, c'est qu'entre ce qui a marqué sur l'aventure de la boutique et le réel, il y a quand même souvent une différence. Donc... Ce qui est logique. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on devant une utopie et qu'au-delà de ça... mais bon. Il a une vraie liberté d'expression aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où exprimer... Enfin, ils sont quand même bien déchirés entre Trumpistes et Bidenistes. Il y a des endroits où que tu es pour l'un ou pour l'autre, ça peut te... C'est comme ça aussi qu'on mesure la liberté d'expression. Bah, de toute façon, en France, je pense qu'on a une véritable liberté d'expression sur pas mal d'aspects, mais j'ai l'impression qu'on essaie de la brider. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on arrive sur un truc un peu, peut-être à l'américaine aussi, c'est-à-dire qu'on met du puritanisme sur certains sujets. Il y a des sujets où on ne doit pas en parler mal, en fait. C'est-à-dire que si jamais t'en parles mal, juste d'en parler mal, hein, j'ai pas dit forcément d'être d'un côté ou d'un autre, juste en a mal parlé, ça peut te coûter très cher, en fait. Et ça, je trouve ça complexe aujourd'hui, puisque... C'est l'histoire du confus, c'est l'histoire de... Tu sais, c'est toi qui vas faire des gags, en fait, voilà, sur des sujets spécifiques, hein, tu fais de l'actu, voilà, sur de l'actu politique, et voilà, très actuel. Bah, du coup, tu sautes sur tout ce qu'il y a, tu vois, c'est logique. Mais par contre, pour les gens, bah, ils vont le percevoir d'une autre manière, et ça va être très interprété. Et l'autre fois, quand je regardais le live de Dany Heraz, et je trouvais ça assez édifiant, c'est... t'as Psycho qui dit simplement ouais, Dany Heraz sont une chance pour la gauche en fait, comme les chances pour la France, façon de parler. Donc c'est interprété par le chat du coup de cette manière-là, comme chance pour la France. Et après Raz finit par dire ah mais moi je savais pas, j'avais pas la ref et tout, mais c'est possible, vous croyez vraiment et tout. Et là je me dis vous êtes vraiment en train de vous tordre l'esprit à imaginer qu'ils pensaient ça en fait, qu'ils pensaient que vous étiez des chances pour la France, donc des migrants ou des arabes ou des noirs de la gauche. Et en fait à un moment donné tu te dis bon bah il y a tellement d'interprétations en fait derrière que comment tu veux faire aujourd'hui et... Au bout d'un moment, on a tous vu suffisamment de vidéos de psychodéliques où il assume, mais surtout témoigne son manque de connaissances
élémentaire de la science politique, c'est-à-dire que des fois il va Google en direct dans ses vidéos des termes, genre je crois qu'une fois il a Google état de droit, tu vois, bon, donc au bout d'un moment arrêtez de croire qu'avec au départ de telles lacunes qu'il assume, il puisse réussir à bâtir là-dessus une sorte de second degré politique ouvertement consenti qui fera appel à des affaires. Non, il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas voulu dire qu'il sait, il sait pas ce qu'il a... Exactement, c'est juste il a des rêves d'internet. Il a juste des rêves d'internet en fait. Des rêves d'internet, il sait pas d'où elle vient la référence. Voilà, exactement. Il connaît pas la politique. C'est vraiment un geek, quoi. C'est la culture geek. Voilà, c'est un vrai geek. Après, il faut dire un truc. Une vidéo sur Robert Ménard, je crois qu'il va Google pour savoir si Robert Ménard est un mec de gauche ou pas. Oui, c'est ça. Ah, mais clairement, il sait pas qui sont les politiciens, quoi. Vas-y, l'ours. Non, il sait pas. Il sait qui est Marine Le Pen, il sait qui est Jean-Luc Mélenchon. Mais Corbière, je pense qu'il va le checker. Non, bah après, pour la connaissance politique, j'ai juste envie de dire un truc. Mais on s'en fout. Voilà. Voilà. Mais voilà. Et surtout, après, quand du coup tu vas dire il a voulu créer, c'était un message politique qu'il a fait passer avec une ref un peu subtile au truc. Non, ben non, il peut pas. Enfin, je pense pas qu'il soit amusé à faire ça. Surtout, mais c'est comme pour toi en fait. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est c'est à chaque fois on en discute en off et tout. Alors, Greg, Thiel, extrême droite. Et moi, j'hallucine toujours dans le sens où je me dis. C'est vraiment sujet à interprétation, mais libre de droit, chacun fait ce qu'il veut et après dépose son petit veto, quoi. Parce que, enfin, c'est comme un génocide quand je l'ai reçu, quoi. On m'a dit non, mais il est de droite et tout. Le mec, s'il se définit pas du tout de droite, quoi, et ça se voit, enfin, tu l'entends dans son discours, mais les gens entendent autre chose. Et toi, c'est pareil, tu vois, où on va t'entendre dire que t'es de gauche, après tu vas débattre sur des sujets qui, toi, te posent question, tu vois, genre racisme anti-blanc, l'autre fois on avait discuté de ça en plus super tard, donc c'était pas forcément un bon débat avec plein de monde dans la salle de discussion, mais je veux dire, à un moment donné, c'est l'interprétation qu'on a des choses, et genre, vu que tu parles d'un sujet qui va être touchy pour, justement, ce qu'on va considérer une gauche progressiste extrêmement forte ou quoi, et bah ça s'enflamme en fait, quoi, et c'est pas possible parce que ça va être surinterprété forcément. Et ce que tu avais dit, moi je trouvais ça pertinent quand tu parlais justement de spiritualité, de religion, d'occulte, etc., où justement c'est des termes précis en fait quand on va parler de ces choses là en fait, quand on parle de spiritualité, d'occulte, c'est pas exactement les mêmes termes, c'est pas pour rien qu'il utilisait ces termes là, et évidemment il disait bah dans ce cas là effectivement l'islam n'existe pas, etc. Bah moi je vous renvoie effectivement à aller voir Shadowhand qui est musulman et qui parle de la dégénérescence du monde musulman avec le wahhabisme, et c'est super intéressant de voir que bah quand je suis pas content, on va parler de théologie, de spiritualité, bah, il va pas être compris parce qu'il va utiliser des termes qu'effectivement bah, les gens n'emploient pas déjà, ils vont peut-être pas comprendre et ils vont pas poser le temps d'essayer de comprendre justement ce qu'il essaie d'expliquer à ce moment-là. Et moi j'ai trouvé ça très complexe du coup comme surinterprétation tout le temps. J'assume aussi que c'est partiellement de ma faute parce que j'ai extrêmement peu de vidéos théoriques sérieuses sur ma chaîne où j'exprime mon point de vue. En même temps, t'es un comique, façon de parler. De faire une vidéo d'1h30 comme celle que je sors demain ou comme celle que je sors je l'ai sortie sur Trump. C'est-à-dire que si j'ai pas vraiment, je fais pas de vidéo où j'arrive et je dis voilà, ce que je pense par exemple, c'est vraiment ça sur ce point et on se met d'accord là-dessus. Je fais très peu. 90% de mon contenu, c'est mes web-séries humoristiques. Et cette année, je vais changer ça et je vais parfois répondre à des questions simples et clarifier. Beaucoup plus sérieusement sur certains points. Ouais. Après, j'estimais que j'avais pas la nécessité de le faire. Maintenant, oui. Mais ça devient nécessaire, vraiment. Après, je trouve ça navrant que ça devienne nécessaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme l'a dit Zio, je veux dire, t'es un humoriste, donc voilà, ouais, à partir de ce moment-là, est-ce que est-ce que tous les humoristes sont obligés de se justifier en permanence de toutes des vannes qui pourraient sortir, tu vois, Il faut le faire parce que les gens ont aussi le droit de savoir. Pas dans l'obligation de le dire. C'est comme quand j'avais dit pour qui j'avais voté. J'ai dit je le dis parce que j'ai envie de le dire, mais je le dis pas parce qu'à un moment quelconque, j'estime qu'il y a une obligation morale du vidéaste de le faire. Ça, c'est ma vie privée. Toutes ces informations-là me regardent moi. Bon, bien sûr, par extension, un peu aussi les autres par rapport à ce que je fais, mais je le fais parce que j'en ai aussi envie. Et puis, c'est aussi sauver le format humoristique que de mettre à côté des formats qui ne le sont clairement pas. Comme ça, au moins, les gens verront vraiment la différence, si tu veux. Oui, ils sauront qui est Greg et qui est, je suis pas content, voilà, le personnage, vraiment faire la dissociation. Bah, ce qui est fou, c'est que pourtant tu la montres, enfin, dans tes off. Moi, celui que je rappelle souvent, celui où tu montes ta cicatrice et après celui-là par exemple je le trouve très intéressant et on peut me dire ce qu'on veut et toi t'expliques justement pourquoi, comment, etc. Voilà. Je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est sur le Bataclan il me semble et en vrai moi je la trouve super intéressante et comme celle du Capitole où je trouve ton raisonnement sur justement ce qui s'est passé au Capitole très intéressant. Et moi quand j'avais été chez Kali j'avais expliqué que ce qui se passait au Capitole, s'il y avait eu des vraies idées derrière, ça aurait donné quelque chose.
Et c'est là où, voilà, je comprends moi ton point de vue, mais je pense que oui, les gens interprètent, parce que t'as une manière d'exprimer les choses peut-être qui peut être... C'est pas qu'elle est sujette à interprétation, c'est que les gens vont interpréter, parce que oui, c'est comme ça, quoi. Tu peux rien y faire, je crois, en fait. C'est une évolution sociétale qui est réelle, qui existe, qui est due à des offensives répétées, des offensives culturelles, j'entends, précises, qui ont depuis... et ça a commencé un petit peu avec l'affaire Dieudonné, tout ça, comment dire, à désacraliser le droit à l'humoriste d'être protégé de ce qu'il dit, c'est-à-dire il y a eu une destruction progressive du second degré et une multiplication des procès d'intention de premier degré. Ça va arriver par exemple quand on a Dieudonné qui dit des conneries, hein, mais quand on a un juge qui justifie son jugement par contre par un manque de distanciation, il est directeur artistique, le juge, qu'est-ce qu'il parle de distanciation, ça veut rien dire. Et j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, un off, qui s'appelait Qui veut la peau des humoristes, et qu'aujourd'hui, si tu veux, les 3/4 des articles qui vont vouloir me diffamer, en règle générale, vont toujours commencer par exemple en me qualifiant d'éditorialiste. Parce que ça te remet dans une catégorie où, en fait, ce n'est pas spécifié que c'est des blagues. La blague est tu donnes ton avis, quoi. Est très souvent vue comme une excuse à la diffusion d'idées premier degré. Déjà parce qu'il y en a qui le font et qui le revendiquent dans la droite actuelle. Et moi, j'existe depuis bien avant ces gens-là. Et moi, c'est pas le cas, en fait. Je fais des blagues parce que c'est mon métier, en fait, depuis 10 ans. Je suis payé pour ça. Et puis, enfin, je veux dire, vas-y, lance. Tu peux tout à fait exprimer une opinion en faisant tu peux faire de l'édito avec humour, tu vois. Enfin, je veux dire, je vois pas quelque part où est le problème. Hein. Mais j'ai quand même une question. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses vraiment que c'est les gens qui t'ont catégorisé des fois comme de droite, d'extrême droite, enfin tout ce qu'on peut entendre, qui, je pense, c'est du bullshit, ou si c'est des gens, des influenceurs qui justement ont été entre guillemets choqués, ont voulu de cancel et tout, et que les gens qui ont suivi ces gens ont rebalancé, ont resuivi le message et tout. Non, c'est des influenceurs qui ont ouvertement mené des campagnes de diffamation actives et de manipulation de propos actives. Tu prends le Boozeux Magazine, quand il prend un live que je fais de 1h20 et qu'il en extrait 8 secondes, parmi lesquelles il arrive à cuter 3 fois, pour ensuite faire un raisonnement de 20 minutes où il parle tout seul, alors que précisément il coupe le passage qui contredit ce qu'il est en train de dire, il sait très bien ce qu'il fait. Quand le mec poste une page d'un bouquin que j'ai coécrit, qui est une page sur Chiappa, qui est une erreur et que j'ai dit ne pas avoir écrit, et qui continue dans ses vidéos à dire Tabibian dit que, alors que j'ai expliqué que c'était une erreur de raisonnement et que je ne pense pas ça, et que c'est malhonnête vis-à-vis de son auditoire, il dit je m'en fous, tu l'as écrit, ton nom est sur l'affiche. Donc en fait le mec est dans une entreprise volontaire de destruction, et quelle que soit la vérité historique de ce que je pense aujourd'hui, il continuera à dire que je pense ça aujourd'hui, parce que c'est ce qui lui permet de faire sa chronique et que la véracité de l'information est sans place. Oui, c'est même si c'était il y a 10 ans, t'as pique-niqué avec Papacito, donc ça reste une vérité, quoi. Tu vois, pardon, Greg, vas-y. Je dis que je suis de droite conservatrice, et c'est vrai à cette époque-là, et je suis vraiment évolué totalement sur cette question-là. C'est l'expérience de la scène qui m'a fait revenir à gauche, culturellement, parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup de ces youtubeurs ne font pas quand tu te retrouves avec des vrais gens, en fait, parce que tu fais des vidéos pour les prolos, puis des fois, tu as des prolos dans le théâtre, ils peuvent pas venir, parce qu'ils peuvent pas payer. Donc comment on fait? Et on crée un microcosme où les médecins payent pour les SDF, et moi j'étais content d'avoir des SDF au premier rang, tu vois. Et tout ça, pour moi, c'est ça déjà, faire du spectacle de gauche. C'est pas avoir marqué Jean-Marc Dumontet présente sur son affiche, tu vois. Ça, c'est pour les mecs à la Bonjour Tristesse qui pensent que faire de l'humour de gauche, c'est faire la moitié de ton spectacle des blagues sur Marine Le Pen. C'est pas ça. Faire de l'humour de gauche, déjà, c'est pas avoir marqué Jean-Marc Dumontet sur ton affiche. Et c'est est-ce que les clodos ils peuvent venir ou pas? C'est là que ça commence, le spectacle de gauche. C'est par qui peut venir déjà. Pas par le fond. Tous les prolos, etc. qui gênent, en fait, les gens qui gênent, est-ce qu'ils peuvent venir? Est-ce que les oubliés de la République ont le droit de venir, par exemple? Les putes et les camés, vous allez les accueillir ou pas? Pardon, vas-y, je suis pas content.
Je sais pas, la question s'est pas posée. J'ai effectivement peut-être vu j'ai pas vu de personnes clairement identifiables comme étant Non mais je déconne quand je dis ça, mais c'est dire voilà, il y a des oubliés de la société. Je pense que tu parles plus des fois des oubliés que certains comiques effectivement qui sont dans des théâtres et c'est ça qui est... En fait, moi ce que je trouve intéressant chez toi, c'est ton parcours sur YouTube, de voir que t'es passé effectivement d'une certaine droite, un peu catho sur les bords et tout, et que t'as évolué effectivement à revenir à gauche, parce que j'ai l'impression que t'as juste transité entre deux, quoi. T'étais à l'UPR en fait, quoi, c'est ça. Ouais. Comme Non, Damon, hein, je rappelle que voilà, on a vu pire, hein, les gars. Tout le monde a droit à l'erreur. Merde, vas-y. donc voilà, et puis ensuite, par contre, il y a eu à partir d'un certain moment une catégorie de gens qui a voulu me cancel, mais je peux même les identifier, ça s'est fait en plusieurs vagues. Il y a eu toute une première vague qui a été les communautaristes musulmans. Je dis pas tous les communautaristes musulmans et encore moins tous les musulmans, mais une partie de la communauté musulmane qui m'avait connu et respecté parce que j'avais passé mes 3 années de soralisme à faire des blagues sur Israël et la Shoah. Et que, quand à un moment, il y a eu quand même quelques événements comme Charlie au Bataclan, si tu veux, bon, il a quand même fallu faire un minimum des blagues sur la religion des autres, et que là, c'est pas du tout passé, et que ces gens-là ont essayé de justifier, on va dire, leur revirement de situation communautaire par une accusation de droitisme. Ça a été les premiers. Il y en a eu un d'ailleurs, parce que je vois que Kali est là, donc Kali avait liké le message, hein, qui était typiquement un bot soralien maghrébin de base, qui avait dit Tabibian, sioniste, machin truc. Donc faut les lire, hein, les commentaires que les mecs ils postent des fois, parce que sinon tu likes des trucs pas jojo. Tabibian le sioniste, etc. Je le suivais au début quand il était à gauche. Au début, je me revendiquais de droite ultra-conservatrice, en fait. Donc il y a un problème, c'est pas quand j'étais à gauche, c'est quand je faisais pas de blagues sur les musulmans. Et que tu pouvais pas dire que j'étais sioniste ou je ne sais quelle connerie. Et ça, c'est les premiers qui m'ont lâché. Après, sur l'histoire des progressistes qui m'ont lâché, effectivement, je concède aujourd'hui que j'ai forcé un peu le trait sur les points progrès. Mais putain, on a 300 épisodes de JSPC, il y en a moins de 20 dans lesquels il y a un point progrès. Ouais, une quinzaine. Et ça doit représenter 0,1% du temps. Oui, c'est pas comme Psycho qui fait 300 vidéos. Je me suis foutu de la gueule 10 fois des progressistes. Et puis le point progrès, bon, objectivement, quand tu le fais, bon, moi je trouve ça assez drôle. Ça dure, ça dure 2 minutes. 2 minutes, tu passes à autre chose. Enfin, t'es pas dans l'acharnement, quoi. C'est mignon. Après, à part le truc Sciences Po, tu vois, il fait un débunkage de tous les propos de la bonne femme et tout en anglais. Tu sais. Excusez-moi, pas bonne femme, je suis fatigué. Putain, je vais me faire cancel. Mais en gros, voilà, c'est à un moment donné, ça reste mignon, quoi. Il y a pas de. Enfin, moi, ce serait la critique que je ferais aussi dans l'idée. C'est ça le problème. C'est dans ce cas-là, on peut pas effectivement. Enfin, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de critiquer en fait ces possibilités dans le progressisme qui a des soucis en fait. Vraiment, des fois, d'utiliser des sciences sociales et des outils des sciences sociales pour en faire des résultats et dire c'est systémique, c'est intersectionnel, sans jamais rien expliquer, sans jamais donner d'outils pour pouvoir savoir pourquoi t'en arrives à cette conclusion et en faire une théorie majeure qui domine la totalité du monde. Aux États-Unis, le systémique, pourquoi pas. En France, ça commence à être plus complexe déjà. Et moi, c'est là où j'ai beaucoup de mal après. Et je comprends pas le fait qu'on s'acharne à effectivement défoncer. Tu vois, là, on me dit Greg Tabibian qui me cancelle car j'ai liké un message. Non, c'est pas du cancel. Je pense qu'il essaie juste de dire que voilà, c'est. Il y a des gens qui tiennent des propos, par exemple sur Greg, qui disaient voilà, c'est un sioniste, qui en fait ne savent pas qui il est. Ils regardent juste son contenu, ils le consomment. Si ça va dans leur sens, ils sont contents, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de dresser un trait. Et je me souviens quand j'en avais parlé justement dans un live de Dany, il était d'accord avec moi sur ce fait-là. J'essaie de dresser comment est-ce qu'une partie de la population a migré intellectuellement. Et que énormément de gens qui sont dans la gauche, des constructivistes, identitaires dans le sens communautaire, etc., d'aujourd'hui, ce qu'on appelle globalement les woke, et puis toute la team, par exemple Assa Traoré, etc., sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, viennent de Soral et de la dissidence de l'époque. Et d'ailleurs, lui-même le dit très bien, tous les mecs qui l'entouraient à l'époque, les Joe Dalton et les machins, sont tous partis dans les mouvements Black Lives Matter, etc., et l'ont planté. Et tous ces gens-là l'ont fait quand, à un moment, il est arrivé un tournant des attentats en France qui fait que pas mal de gens qui ne tapaient essentiellement que sur une communauté se sont mis un peu à déborder sur les autres et qui ont refusé qu'on se foute d'eux, parce que la poutre, l'œil, tu connais l'histoire, et qui sont ensuite partis dans d'autres mouvements, et qui, ces gens-là, sont partis dans des mouvements, soit certaines franges de la FI, soit certaines franges de la gauche, en fait.
T'as vu, j'ai distingué la gauche et la FI. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une porosité et que le mec qui était là et que t'as liké, on like tous des trucs qu'on lit pas. Je t'accuse de rien du tout. Mais c'était typiquement une représentation de ça, de mecs qui, clairement, à mon avis, m'ont connu dans cette dissidence-là, à l'époque où ils y en étaient. Et la dissidence de l'époque, faut arrêter de se mentir, c'était un mouvement réactionnaire. Et les rebeux qui y étaient aussi parce qu'on flattait le côté réactionnaire de leur culture, et certainement pas le côté progressiste, parce que c'est ça que ça aura le vantage chez les rebeux. Et que ces gens-là, ensuite, sont partis ailleurs. C'est tout, et qu'il y a eu une porosité de mouvement, qu'il y en a beaucoup qui sont partis là. Mais c'est pas méchant, c'est pas un reproche. Et après, t'essayes de comprendre dans le sens où, justement, toi, par exemple, tu as migré aussi, tout simplement. Enfin, t'as migré entre plusieurs positions différentes. Et c'est en fait, on a tous fait ça, je pense, sur Internet. Et même Kali, qui l'a expliqué l'autre fois, enfin, même lui, il a bougé dans ses positions. C'est là où, justement, je pense qu'il faut accepter que tout le monde a son parcours et ne pas tomber dans un dogmatisme de gauche ou de droite, hein, de dire ah bah t'es pas comme ça et puis du coup tu corresponds pas du tout à ce que moi j'entends de ce que serait la gauche, donc tu ne peux pas être de gauche quoi. C'est un truc que moi j'ai un peu du mal à comprendre et en fait on clôt un peu le débat en fait si jamais on fait ça, j'ai l'impression. C'est surtout ça le problème. On peut pas clore le débat parce qu'en fait on parle de tout le monde. Je veux dire, JSPC c'est représentatif de nous en fait. On est des trentenaires, quarantenaires maximum. On a traîné nos guêtres sur YouTube comme des cons depuis des années parce que déjà on bouffe du YouTube, on produit du contenu, on se connaît pour certains, etc. Enfin c'est comme ça en fait, c'est un microcosme quoi, donc forcément on s'y épanouit et tout, et on veut clore le débat entre des gens en plus qui pourraient peut-être travailler ensemble, etc. Enfin je trouve ça assez fou en fait. On est dans un moment de YouTube, Tipeee et Twitch aussi, où justement tu sais le côté woke, droite, qui se battent là, ils sont en train de tous envoyer des fions. C'est une période un peu particulière, j'avais pas vu ça à l'époque sur YouTube en fait, c'est vraiment nouveau pour moi en fait. Alors après je sais pas si c'était déjà le cas pour toi à l'époque, parce que j'ai entendu ton interview chez Christopher Evrard et il me semble qu'à l'époque c'était quand même plus calme quoi en fait. Dans l'idée. Aujourd'hui, c'est complexe, quoi. On a quand même expérimenté pas mal d'arbitraire dans les décisions de fermeture. Hein. La censure n'a pas attendu que les mecs se teignent les cheveux en bleu. Hein. Non, la censure en costume, le fait d'aller se ruer en meute communautairement pour aller faire de la pleurniche auprès d'un GAFAM random pour qu'il censure un individu et s'en féliciter ensuite publiquement sur les réseaux sociaux avec une pépé du Che Guevara, ça, oui, c'est un phénomène récent dans nos sociétés. Par contre, le fait qu'on ait fait fermer arbitrairement des chaînes YouTube, ça arrivait déjà à l'époque, ouais. C'était aussi fort, parce que je trouve que c'était très fort en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, je trouve que la guerre est très forte entre les YouTubers, Twitchers, etc. Quoi. Tout le monde s'envoie des fions. Alors, la guerre est très forte. Elle, je pense, plus forte aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, moi, j'étais plus petit aussi. Donc, c'est très compliqué pour moi de jauger, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup moins de facilité à me défendre, de par ma petite taille sur YouTube. Et aujourd'hui, paradoxalement, j'ai gagné en contrepoids, en puissance de contrepoids par rapport à ça. Mais d'un autre côté, la situation est plus violente. Donc, je sais pas, mais pour moi, j'ai toujours vécu, en tout cas, dans une ambiance de les règles ne sont pas équitables et à ne jamais savoir si une vidéo que je sors me rapportera de l'argent. Donc, jamais je ne le sais. Oui, normal. Oui, c'est compliqué de savoir ce que tu vas gagner avec YouTube. C'est pas le meilleur patron qu'on a. Hein. D'ailleurs, faudrait peut-être rejoindre ce fameux syndicat qui existe. Je sais plus qui c'est qui l'a créé, mais il y a un syndicat de YouTube. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Et il y a un petit syndicat. Après, ça a été fait par des gars, mais je me souviens plus. J'ai plus le nom là en tête. Faudrait que je le retrouve. Mais je me dis que c'est limite une chose qu'il faudrait faire, par contre, pour que les gens puissent. Voilà. C'est quoi le délire? Ouais, pourquoi pas. Mais... Bah, histoire d'avoir au moins un contrepoids face à YouTube et de dire voilà, nous on est plusieurs, on représente quelque chose. Je sais pas, hein, ça se trouve ça marchera pas, mais ça se trouve ça peut marcher, je ne sais pas. Tu sais, un film français indépendant sur un groupe de techno c'est génial. De la France qui décide de s'attaquer à une multinationale. C'est génial. C'est ça. Ou Micmac attire l'arigot, c'est un peu ça. On est dans les égouts là et on bricole. Non, le but c'est de les niquer. Le but c'est de niquer YouTube et de dire on va s'installer quand même. Et un jour il y aura un spectacle de JSPC avec Kali à côté qui applaudira et qui fera une conférence. Je veux créer ça avec Psychodélique qui fait du rétro gaming. Et voilà, et on jouera tous ensemble. Evan, si je peux éviter, qui me dit oui, qu'on ferait machin, se fait traiter de réac, etc. Par la gauche un peu woke. Oui. Et après, c'est vrai. On ferait et quand même réac aujourd'hui. Hein. Ah oui, clairement. Oui. Mais moi je défends encore Onfray pour tout le travail qu'il a fait. Les positions, quand je regarde Michel Onfray, je suis là, je fais non. Ah, il va loin.
Il y en a énormément. Hein. Donc, si tu veux, non, il y a pas d'attention. Bien sûr, comme tu le dis, ceux qui vont dire qu'il est nazi ou je sais pas quoi, bon, bah, ça, c'est les paniques morales de l'extrême gauche qui voient des nazis tous les 4 matins. Mais on a les nôtres, ils ont les leurs, enfin, tout le monde a les siennes. Mais je veux dire, eux, ils voient des nazis partout, bon, bah, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui voient des arabes, bon, c'est chacun son truc. Chacun sa parano. Ouais, c'est ça. Mais non, Onfray a quand même pris un tournant des fois. Là, voilà, il y a un petit très réac. Très réac. Par rapport à ce qu'a été Onfray lui-même aussi. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Moi, c'est ça qui me choque, c'est le mec, c'est quand même le gars qui débunk la psychanalyse, qui débunk le catholicisme, qui débunk tout plein de trucs. Hein. Vraiment, le gars, il bosse, quoi. Et il se casse la gueule en mode ouais, je suis Zemmour. Bon, bref, c'est ouf, quoi. Ouais, non, mais c'est même pas ses opinions, à la limite, si tu veux, c'est certains points qu'il a, certains points de vue qu'il a qui sont complètement réac, tu vois. Bah, il est hors sol. Onfray est vraiment hors sol. Lui, c'est vraiment le gars qui n'était pas hors sol avant, qui a été au contact des gens, qui faisait ses universités populaires, et depuis qu'il s'est fait virer, en fait, je pense que c'est ça qui a joué, quoi. Depuis qu'il s'est fait virer, je crois qu'il part en vrille, quoi. Et malheureusement, parce que le mec était, par contre, à l'époque, il était fort, quoi. Moi, honnêtement, Onfray, ça fait partie des gens qui m'ont influencé, quoi. Vas-y, JSP. Naïf versus expert, il dit c'est un piètre philosophe. Je pense que, je sais pas, mais c'est un... Je me méfie de ce truc-là, parce que par exemple, il y a des gens qui disent que Finkielkraut est un piètre philosophe. Je pense l'exact inverse. Hein. Je pense qu'il est très caricaturable et très guignolisable, mais c'est loin d'être un mauvais philosophe. Ils sont pas mauvais. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais par exemple, tu dis, Onfray, si tu veux, c'est un très bon vulgarisateur. Et pédagogiquement, c'est quelqu'un qui a été important, je pense, dans l'éducation populaire. Parce qu'il a fait des choses et il a fait sa part. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Que quand il dit le 126 du gai savoir, Dieu est mort, c'est une profession de foi d'athéiste de Nietzsche, il est évident que c'est une analyse philosophique qui est quand même d'un niveau relativement peu élevé. On est dans on n'est pas dans la subtilité absolue de la philosophie. On est dans la philosophie, Dieudonné aurait peut-être dit en barquette, mais ouais, mais la barquette, il y a des gens qui la consomment, et la barquette, il a permis à pas mal de gens d'avoir des bases. Voilà, et d'amener à la philosophie, quoi. Moi, ça m'a amené à la philosophie, Onfray, quoi. Ça m'a permis de voir une autre façon de penser la philosophie, matérialiste, même si c'était pas élevé, mais c'est pas grave. Clairement, et là-dessus, faut rendre ça à César ce qu'il y a à César. Il a fait du très bon boulot. Après, voilà, il y a des limites dans ces trucs. Par exemple, son débunkages de la psychanalyse est excellente. Pas mauvais, non. Et puis, ça a aidé beaucoup le mur, ça a aidé tous ces documentaires qui ont été faits après. Donc, non, Onfray, faut lui reconnaître son taf, quoi. C'est ça qui est dur, en fait. C'est comme ça. Le bouquin sur la psychanalyse, il est très mauvais. Hein. Il y a énormément d'erreurs de raisonnement. Après, il y a le défaut d'Onfray. En fait. Le vrai défaut c'est plus ça, oui. Le vrai défaut d'Onfray, pour moi, qui en fait effectivement peut-être un philosophe assez moyen à certains niveaux, c'est qu'il est strictement incapable, et notre société l'est en ce moment, de recontextualiser les choses dans leur contexte d'époque sans les voir du point de vue ou les juger du point de vue d'une morale contemporaine. C'est aujourd'hui, voilà, Dieu est mort dans la bouche de Nietzsche, c'est une profession de foi, d'athéisme d'un prof gauchiste des années 60. Quand il te dit, il attaque Freud en disant il faisait prendre de la cocaïne à ses patients, c'est un scandale, il oublie de te mentionner qu'à l'époque, ce n'est pas considéré comme une substance illégale du tout, en fait, et que le rapport moral à la cocaïne à l'époque n'est pas du différent. Tout. Et il fait cette erreur tout le temps. Dès qu'il fait sa profession de foi d'athéisme et qu'il juge les valeurs morales de la chrétienté catholique, même s'il est pertinent sur beaucoup de points, il y a des moments où le mec, en fait, si tu grossis le trait, un peu, il te dit c'est scandaleux qu'il n'y ait pas eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 832, quoi. Enfin, tu vois, c'est lourd, quoi. Il te juge ça, il a deux doigts de te reprocher que le pape au XIe siècle n'était pas favorable au mariage gay, tu vois. Oui. Vas-y mollo, c'est pas pour ça que le mec c'est un salaud d'histoire, détends-toi. Et il est un peu comme ça, malheureusement. Frère, il n'est pas le seul, c'est un des gros défauts du siècle. Je trouve. Ouais, et puis il a beaucoup de place dans l'expression, donc il va forcément dire de plus en plus de conneries, c'est logique. Enfin, à un moment donné, tu peux pas avoir une parole tout le temps ultra pertinente. Enfin, il est plus pertinent dans ses bouquins, Onfray, par exemple, en conférence, façon de parler, dans les universités populaires. Après, il vulgarise bien, mais effectivement, voilà. J'avais abordé sur Discord, ça, je pense que je leur diffuserai bientôt. Ils n'arrêtaient pas de poser la question du est-ce que les philosophes sont bons, etc. Et cette question revient souvent, donc je répondrai encore une fois, je pense.
je pense qu'on n'a pas un problème de mauvais philosophe, on a un problème de mauvaise utilisation du philosophe en fait. C'est pas tant un problème de philosophe du spectacle que de spectacle du philosophe. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le philosophe, on ne sait pas quelle est sa place dans notre société. Aujourd'hui, le philosophe, c'est devenu un personnage un multiclassé de jeu de rôle qu'on met sur les plateaux télé pour parler d'un peu de tout. J'ai vu une vidéo d'Onfray il n'y a pas longtemps, on peut dire que le mec est mauvais, mais en l'espace de 20 minutes, on lui demande son avis sur le vaccin, sur le foot, sur la conquête de l'espace, sur l'avortement, sur les chances de la droite aux prochaines élections. Et êtes-vous C'est pas ça l'utilisation d'un philosophe. En fait, on n'utilise plus les philosophes dans leur fonction de production de sens et de production de concepts à la télé. Donc en fait, on lui laisse même pas une chance. On lui demande de commenter la vie politique en 20 minutes. Ça. Et les philosophes servent qu'à ça aujourd'hui. C'est des idiotes, c'est vraiment des idiots éditorialistes en fait. C'est devenu ça. Et oui, c'est exactement ça. On ne voit plus la spécificité de la philosophie du philosophe quand ils sont à la télévision. En fait, ils viennent juste donner un avis de plus, quoi. C'est genre, moi j'ai mon avis de philosophe, du coup. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est il faut qu'ils produisent un vrai travail. Là, par exemple, quand j'ai lu Anatomie du wokisme, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même sourcé. C'est pas un truc qui est fait en mode bah les couilles. Après, je dis pas que c'est parfait du tout, je dis juste que c'est sourcé. Après, justement, le but c'est d'en parler après, c'est se saisir ces choses, ces idées, ces concepts et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose? Est-ce que ça va au bout de... Est-ce que les idées vont au bout? Voilà, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer, quoi. Mais après, voilà. C'est problématique. Et on me dit que tu as raison par rapport à Onfray, du coup. Et oui, effectivement, oui, ça devient des éditorialistes. Hein. Mais c'est dégueulasse parce que les éditorialistes à la télé sont utilisés dans leur rôle, les humoristes aussi, les journalistes aussi, enfin, même s'ils font du mauvais travail, les musiciens à la télé, bah, il va faire de la musique, mais un philosophe à la télé, il va pas philosopher, il n'y a plus d'émissions littéraires le soir, philosophie, non, ils ne sont pas invités en qualité de philosophe. Systématiquement. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai vu un débat contradictoire entre deux philosophes à la télé. Bon, c'est mort maintenant. Et puis si jamais ils le font, ce sera en mode interview CNews, et du coup on va les couper à la limite en disant non. Mais alors du coup telle question, et ils vont pas développer comme l'auraient fait des philosophes à l'époque, parce qu'on leur a laissé un peu de temps à la télé, et qu'on aimait aussi le débat de philosophie, c'est-à-dire qu'à l'époque ils partaient un peu en couille. Aujourd'hui ils se contrôlent. C'est-à-dire que c'est des bêtes médiatiques aussi. Onfray, c'est aussi ça, quoi. C'est un mec qui est invité sur les plateaux, il sait ce qu'il fait, c'est comme un Raoult ou tous ces gens-là, ils savent quand même ce qu'ils font quand ils vont communiquer. Ils sont pas bêtes. Moi j'enlèverais la bêtise de chez Raoult, quoi. Je pense pas qu'il fasse tout ça par bêtise. Il sait ce qu'il fait quand il va tenir ses propos. Est-ce qu'il a raison ou tort aujourd'hui? C'est une autre question. Je parle pas de la chloroquine, je parle des propos qu'il a tenus dans l'interview. Mais voilà, c'est des questions à se poser sur aussi la force médiatique de certains. Et effectivement, est-ce qu'on les invite en tant que philosophe? Est-ce qu'on les invite effectivement en tant que, voilà, simplement éditorialiste, donner votre avis? Et en plus de ça, des fois, donner un avis qui... Voilà, qui est là peut-être pour servir aussi, que ce soit par exemple une pensée, je sais pas. C'est vrai qu'Onfray a l'air de plus servir la pensée de Bolloré, de Zemmour et tous les copains, que de servir une autre pensée actuellement, quoi. Et c'est ça qui est triste d'ailleurs, c'est ça qui nous déçoit, je pense, chez Onfray, parce que il amenait autre chose d'un peu plus humaniste quand même à l'époque, une ouverture d'esprit, quelqu'un qui était ouvert, voilà, qui défendait la masturbation à l'école, qui défendait des trucs un peu. Donc voilà, c'est. Oh non, puis après, bon, on va lui accorder, c'est pas le pire, hein, celui. Ah, loin de là. Cohn-Bendit, je crois que c'est le pire. Cohn-Bendit, oui, il a bien dérapé. En temps d'inversion totale de toutes ses convictions politiques, c'est quand même. Et puis lui, c'est pareil, c'est une bête politique, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est des animaux de la politique. Ils servent à ça, enfin, sans vouloir les essentialiser, mais c'est vraiment ça pour moi, quoi. Le problème, c'est, bon, je vais pas tarder, hein, mais quelle est la sortie? Parce que moi, je fais partie de la génération qui a gueulé pendant 30 ans, enfin, pendant 10 ans, en disant oui. On en a marre des professionnels de la politique. La pause caca, il est arrivé, il a dit je vous ai compris, je vais vous mettre la société civile, c'est une catastrophe. Hein. Donc, on va y regretter nos technocrates dans pas longtemps. Parce que les autres, ils prennent des décisions, c'est bon. Après, là, c'est vrai que c'est même plus leur boulot, quoi. Je pense qu'on va les regretter, et le pire, c'est qu'on va pas trouver forcément mieux tout de suite, à moins que, effectivement, voilà, il y en a qui vont souhaiter Mélenchon, d'autres qui vont souhaiter Le Pen, etc. Je ne sais pas ce qui sera le mieux, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si on peut avoir une autre proposition. C'est ça le pire, en fait. C'est entre l'Europe, le monde entier, etc. Est-ce qu'on peut vraiment avoir de nouvelles propositions un peu plus cadrées et plus saines, comme tu le dis, tu vois? Vous en avez débattu avec Kali, voilà, pour une société un peu plus humaniste, façon de parler, et on n'y est pas, quoi. On va pas vers ça, on va vers autre chose. Même si par contre, le libéralisme va tendre à essayer de faire en sorte que tout le monde ait un niveau de vie après, qui soit décent, on va dire. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas des beaux jours devant lui, le libéralisme. Bon, après, voilà, et puis je pense que Xavier Bertrand va miser toute sa campagne sur justement ça, le fait que
La société civile, c'est fini. Maintenant, on remet des mecs avec des cheveux poivre et sel en costard, qui ont fait ça toute leur vie. C'est la remontada. C'est la Putain. remontada. Tada. C'est la remontada. On va remonter les verres d'eau. Le prochain épisode de ça, c'est oh là là, la remontada. Je suis arrivé, je te jure, je reprenais un peu, je sortais la tête de l'eau. Je recommençais à regarder un peu les infos politiques. Je l'autre con était, je me suis dit, bon, ouais, il est là, la remontada. C'était beau, hein. Au moins il y croit. Au moins il y croit et puis il te dit ah ouais j'ai été produire du travail. Le Voilà. prochain épisode, c'est là que je vais parler, je spoil un peu, Vas-y. de tous les ploucs de gauche. Et on sait pas pourquoi on a décidé de revenir en ce moment. Donc il y a lui, il y a Anne Hidalgo là, qui s'est présenté. Sandrine Rousseau. Il y a Jean-Christophe Corvallis aussi qui s'excite sur Twitter, je sais pas pourquoi. Et ils sont tous là. Et c'est affreux parce qu'on dirait vraiment, ils en sont réduits à compter sur Christiane Taubira, là, à espérer qu'elle revienne. Il y a des gens qui ont dit Christiane Taubira. Il y en a qui ont dit c'est possible qu'elle revienne. J'ai fait ah bon. Non, on est niveau retour de Gourcuff en équipe de France, putain, c'est catastrophe, vous en êtes à attendre Taubira là. Oh là là là. Il y en a qui ont parlé de ça. Alors moi j'ai dit ça paraît étonnant quand même. Il y en a dit ce serait la bonne, enfin ce serait la bonne take de certains quoi. La gauche pourrait se dire Taubira c'est une bonne idée. Comme ça passe un petit message décolonial, progressiste. Oui, droitard. Non, je suis pour Rousseau. Votez Sandrine Rousseau à la primaire USB. Ou Jadot, hein. Jadot est bien aimé. C'est la meilleure candidate. Ouais, c'est. Avec elle, on risque de se parier au moins. Je sais pas si on va rigoler. Hein. Je sais pas si j'ai envie de test en fait, je t'avoue. Le pire, c'est que les socialistes, ils arrivent même pas à réagir quoi. Enfin, je veux dire, là j'étais en train c'est un des plans qui est dans un des prochains, mais enfin, le point de vue des socialistes aujourd'hui sur le pass sanitaire, il est hallucinant. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils soutiennent les manifestants, mais ils sont pour le vaccin obligatoire. Ah, oui, c'est le discours. Je suis pour le vaccin, mais par contre, je suis contre le pass. Pour la vaccination obligatoire. Obligatoire. Bah après, oui. Ouais. Parce qu'en fait, leur argument, c'est de dire nous, on soutient le peuple. Et le peuple, il a raison de manifester, il faut l'écouter. Et le peuple, s'il manifeste, c'est parce qu'il est stigmatisé et qu'il est séparé d'une autre partie de la population. Donc juste là, ok, tu te dis ok, très bien, ils sont de gauche. Et donc, juste après, ils switchent et ils te disent et donc du coup, il faut mettre en place la vaccination obligatoire. Comme ça, il n'y aura plus de discrimination entre les vaccinés et les non discriminés. Et donc du coup, les manifestants, ils seront contents parce qu'ils seront plus discriminés parce qu'ils seront vaccinés. D'accord. Et tu pourrais faire une collection des malaises des interlocuteurs quand ils se retrouvent en face de cet argument, et je vais le faire dans l'épisode, de plusieurs fois ça a été utilisé, tu vois. Et tu vois, c'est la catastrophe en fait, parce que c'est intenable comme position. Ils essayent de concilier un truc, on va prendre un petit bout chez les anti-pass et les anti-vax, parce que c'est des mecs de gauche, et il faut qu'on s'affiche avec eux, c'est des manifestants, tu vois. Mais d'un autre côté, il faut qu'on valide quand même tout ce qu'on nous dit en haut, donc du coup, on va quand même être pour la vaccination. C'est une catastrophe. C'est intenable comme position. C'est le problème de la politique et du, comment on appelle ça, de l'électoralisme en fait, quoi. D'aller chercher gratter de partout, voilà, on va gratter chez les identitaires, on va gratter chez les communautaristes, on va gratter chez les complotistes, chez les esthéticiens. Mais ils n'ont toujours pas compris en fait, que ça marchait pas. Hein. Après. Ça marche pas parce que ce qui marche aujourd'hui, ça va être les médias, quoi. C'est-à-dire que le tapage de Zemmour, par exemple, ça fait du bruit, mais c'est pas lui qui va gagner les élections, on se doute bien. Enfin, ça me paraît un peu con. J'y crois pas un instant. Zemmour, je pense qu'il va remettre un peu de propre là-dedans parce que on a quand même vécu entre Macron, qui voulait essayer de nous faire croire qu'il n'était pas un banquier de chez Rothschild, et Marine Le Pen, qui a essayé de nous faire croire qu'elle était limite de gauche aux dernières élections. On a quand même eu des campagnes politiques qui ont été faites autour du en même temps. Et ce serait cool parce que Zemmour, au moins lui, il n'est pas dans le en même temps. Zemmour savait qu'il déboule, il te dit voilà, la position de la droite identitaire, c'est pas les gesticulations de Marine Le Pen. C'est de dire faut interdire le prénom Mohamed en France, etc. Et il a fait une interview assez intéressante, Zemmour, où il disait justement moi je pense qu'une élection, c'est un truc où en fait il faut imposer un thème, il faut être le meilleur sur ce thème. Et clair en fait, et carré. Et que pour lui, de toute façon pour un parti comme ça, une victoire électorale peut se faire en affirmant une ligne politique très tranchée et en la maintenant. Et au moins ça va être un peu cool parce qu'on a quand même eu aux dernières élections
Des candidats qui étaient très... Oui. Marine Le Pen, Mélenchon, c'était Marine Le Pen, pardon, Macron. Macron, ouais. C'est vraiment du en même temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il continue le en même temps. Et Marine Le Pen continue encore plus que le en même temps. C'est-à-dire qu'elle te dit il faut C'est fermer vrai. les frontières. Non, mais rester dans l'espace Schengen. Ouais. On arrive à des niveaux. Et on n'a que ça en ce moment. On a une extrême droite qui veut faire en même temps. Mélenchon qui jongle en permanence dans son parti avec le en même temps, parce qu'il essaye de faire coïncider laïcard et communautariste. On a Macron qui a toujours fait du en même temps. C'est le problème, moi je pense, des bêtes politiques, voilà, c'est exactement ça. Après, le programme de Mélenchon, c'est encore différent parce qu'il est établi avec un peu plus de monde, quoi. C'est un peu plus populaire, je sais pas comment on dit, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'avis qui sont un peu venus du bas, quoi, quand même. Enfin, des militants, mais du bas. Donc après, c'est un peu différent, mais c'est vrai que oui, malheureusement, c'est que des bêtes politiques qui sont Enfin, pour moi, c'est programmé, c'est un peu complotiste de dire ça. Mais c'est voilà, ils se connaissent tous, quoi. C'est un milieu. Est-ce que Mélenchon va essayer de niquer le système? J'y crois pas, moi. Après, on verra. Hein, mais moi, j'ai du mal à y croire, ça qui m'embête, quoi. Oui. J'ai mis la chance j'ai mis cette interrogation de côté dès l'instant où il a commencé à enterrer son parti. Pour moi, c'est une interrogation qui est légitime dès l'instant où il a une chance d'accéder à la présidence de la République. Aucune, donc je vais pas perdre mon temps. Et moi, c'est ce qui me fait justement à chaque fois douter, c'est de me dire, de toute façon, ils servent quoi? Enfin, ils servent leurs intérêts, ils servent pas les miens forcément, quoi. Et c'est la grande question après. Mais bon, après, je peux me tromper. Mais bon. Parce que Mélenchon, à chaque fois qu'il est en 1v1 versus Macron, le problème c'est qu'il se prend une tôle, quoi. Quand il le croise à Marseille, il se prend une tôle. Quand il se fait surveiller par la Macronie, il hurle la République c'est moi et tout le bordel. Il est incapable de se sortir du truc et c'est lui le perdant. Et à chaque fois, il est perdant. Il sera perdant une fois de plus. Le vieux lion est fatigué. Il est infiniment meilleur que lui sur le théorique, sur la connaissance de la chose publique et aussi sur la connaissance de la théorie politique. Il est infiniment plus marqué dans ses valeurs, mais dès qu'on tombe dans le domaine qui gagne médiatiquement, je trouve que Mélenchon il perd de plus en plus et qu'il était bête de ça avant. Mais clairement. Que maintenant, il n'arrive pas à dire un truc sur un sujet sans faire un dérapage limite du limite. Il perd son temps dans des polémiques inutiles, à agiter la France pour un youtubeur. À chaque fois qu'il tente un coup de buzz, ça se passe pas bien. C'est quand la dernière fois qu'il a réussi un coup de buzz? Le coup de Papacito, c'est pas bête. C'est au moins, voilà, les gens le détestent encore plus à droite et les gens de gauche ont rigolé, comme moi. C'est-à-dire, en gros, se disent, bah, c'est ridicule de l'avoir mis en avant, parce que pourquoi t'as mis Papacito effectivement en avant de ton parti, finalement, en mode conférence de presse, quoi, quand même. Et salut à Top Psycho, demain, 20h30. Mais c'est fou. Moi, j'ai trouvé ça assez fou, en fait. C'est-à-dire que la com de Mélenchon est effectivement, mais fumée. Alors, je sais pas qui s'occupe de la com, hein, mais je sais pas qui a eu la bonne idée de se dire, ouais, Papacito, il faut soutrer comme si c'était voilà, un assassinat, quoi. On en est pas loin. Hein. Et moi, je trouve ça juste ouf, quoi. Effectivement, je comprends pas qu'on en arrive là dans la politique. Mais en même temps, t'as McFly et Carlito. Tu vois, on en arrive là en fait. Est-ce que c'est pas juste logique? Macron, il a réussi son coup de com' avec McFly et Carlito. Tu regardes McFly et Carlito, oui, Macron, tu regardes les dislikes par la vidéo de Mélenchon, bah c'est pas les mêmes. Ah, mais c'est un carton la vidéo. Et puis ils ont fait après le truc avec l'avion, tu vois, donc enfin voilà, c'est. Et voilà. Et c'est là où c'est baisé en fait, pour moi, dans le sens où la com, justement, c'est de la com. C'est ce qui me gêne beaucoup, moi, là-dedans. C'est, par exemple, quand j'ai vu les réactions par rapport à l'affaire Papacito, alors tout le monde est outré, machin, et je me suis dit, mais c'est quand même fou, c'est soit on ignore, en fait, la culture du net, comment elle a évolué, etc., et de se dire, est-ce qu'on est choqué de ça, en fait? C'est juste l'évolution logique de ce qu'on aurait dû voir, en fait, déjà depuis longtemps. En vrai, moi, je m'attendais à voir ce genre de conneries avant, quoi. Mais bon, voilà, ça arrive maintenant. Bon, bah, c'est logique, en fait, quoi. Je suis pas choqué, c'était trop long. Beaucoup trop long, quoi. C'est juste ça. Après, ça aurait pu être drôle. C'est le pire. Hein. Moi, considérant Internet comme ce que c'est, comme plateforme, YouTube, etc., pour moi, ça aurait pu être une très bonne chose, rigolote, si ça avait été très bien fait. Après, ça n'a pas été très bien fait. C'est la seule chose, quoi. Mais est-ce que ça valait le coup de faire une conférence de presse à ce niveau-là? Faut peut-être pas déconner, quoi. Et moi, je trouve que c'est une mise en avant de Papacito plus qu'autre chose, du coup. C'est une conférence de presse. Et c'est même guignolesque en fait, que ce soit pour Mélenchon ou pour Macron. Quand Macron a montré une photo de McFly et Carlito parce qu'il a eu un gage, ou que le président d'une des principales forces politiques de France fait une vidéo parce qu'un youtubeur a dit un truc, je suis désolé, je dis pas que mon métier c'est de la merde, je dis que ils n'ont pas à se rabaisser à ça. C'est pas leur métier, c'est pas leur place. Enfin, c'est pas légitime du tout, c'est complètement con.
Ce qui est complètement hallucinant, quoi. C'est comme si Macron demain faisait une LAN, quoi. Ça a pas de sens en fait. C'est juste que ça a pas de Même sens. Valls, Il a d'autres plus choses à de- foutre. Arrête. Même Valls avec plus de dignité. Valls, il m'a fait mettre sur écoute à cause d'un sketch. Hein? Je peux le dire. Ah L'épisode 53, la fin, où je dis un truc assez maladroit hein, sur la haute trahison, la décapitation, et je cite ouvertement Manuel Valls, et j'ai été sous le coup, on va dire, d'une procédure de surveillance de la part du renseignement territorial, mais c'est pas grand-chose, ça a duré 2 jours. Et les mecs sont venus me voir en spectacle après, en tout cas un des mecs, il m'a dit, voilà, on sait que tu vas là, t'achètes ton pain là, t'aimes bien faire ça le matin et tout, machin, bidule, bon, C'est flippant ça. bonne chance, arrête, ciao, et il m'a expliqué vite fait pourquoi. Mais je veux dire, même si cette histoire avait été fausse et que c'était un fumiste et qu'il avait très bien monté son truc, il n'en demeure pas moins que je me souviens pas avoir vu Valls, à part Dieudonné, parce qu'il en avait fait son bouc émissaire, et que Dieudonné faisait des vidéos à 3 millions de vues aussi. Tu vois, je vois pas Valls sauter sur une vidéo d'un youtubeur au moins il faisait ça dans le feutré, il savait bien que... Oui, ça allait se savoir quoi. Non, non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Ah bah, clairement. Les politiciens n'ont pas à s'abaisser Bah, à ça. Ils sont sur TikTok en même temps. Marlène Schiappa est sur TikTok. Tu vois, enfin c'est cette époque-là où voilà, on invite un Joyce Phoenix parce qu'on est un peu simp. Voilà, c'est une nouvelle époque quoi. Voilà. Nos dirigeants sont peut-être nos tipeurs. On ne sait pas. Ça se trouve ils te regardent. Je ne sais pas. C'est ça le pire en fait. Je pense que tu sais une sorte de voilà, ils sont entre deux mondes eux. Tu sais, ils sont pas dans notre époque. C'est des boomers clairement, tu vois. Mais voilà, ils voudraient. Voilà, ils aimeraient être connectés avec cette jeunesse. Ils aimeraient leur parler pour de vrai. Il me demande, c'était quand du Vas-y. coup tu suspectais les mecs à côté de toi à une terrasse de café de t'enregistrer à ton insu parce que t'étais fiché. Non, ça c'était après, c'est quand on s'est présenté aux Européennes avec Tatiana. Ah, Et que, comme tout le monde, il y a eu, je pense, un mec du renseignement qui est allé surveiller une des réunions de travail qu'on a fait. J'en suis quasiment sûr. Et effectivement, on n'était pas une menace pour l'État. Ils n'ont pas envoyé OSS 117, quoi. Ils n'ont pas envoyé James Bond, ils ont envoyé un oui, c'est juste des stagiaire. surveilles quoi. Voilà. Et qu'il y avait un mec qui était assis à la table à côté de nous, qui est resté 1 heure et demie avec une margarita à laquelle il n'a pas touché. Enfin, Et un pas faim. mojito qu'il n'a absolument pas touché, avec son Pas soif. smartphone posé sur la table avec la fonction REC. Ah, c'est pas suspect. Et vu que le mec était un débile et que derrière lui il y avait un miroir, et ben en fait tout le monde pouvait voir qu'il était en train de nous REC. Et ensuite, on s'est levé, on s'est barré, on est revenu 10 secondes après, et en fait 30 secondes après, juste le temps de faire un tour du pâté de maison, et le mec était plus là. Bon. Le mec n'a pas touché à sa conso, la conso était encore pleine, il s'est barré, il nous a enregistré, ou alors c'était un fou ouais, qui est arrivé, etc. Mais ça faisait vraiment barbouze et copuche. Un fan. Ça faisait barbouze et copuche. Ou un fan, hein, peut-être. C'est un fan qui se dit putain, il y a Tatiana, il y a Greg. De toute façon, c'était Karma Deus. Non, je rigole. Je rigole. Ouais. Karma. Un fan, il vient de voir, quoi. Bah, j'espère, oui. Je le souhaite, en tout cas, sinon c'est cringe, quoi. Quel fan a ce comportement débile de se dire je vais enregistrer là. Non, puis le mec n'était pas fan de quoi que ça soit. Enfin, non, mais c'est voilà. Donc c'était justement un plouc parce que si c'était ça, ne justifiait pas en termes de menaces de l'État. Je suis content, tu vois, qu'ils aient pas envoyé James Bond. Bah, vaut mieux, oui, sinon ce serait pas là pour nous en parler déjà d'une. Et en plus de ça, voilà, ce serait grave si ça allait plus loin. Non, Que, mais je tu vois veux ce que je veux dire, dire c'est pas envoyé un professionnel. Un mec, il arrive, je le vois même pas et tout. Là, je suis beau, ils ont envoyé une barbouze, tu vois, une sorte de sous-indique à la con qui file un billet pour écouter les gens. Oui. Après c'est rassurant dans le sens où forcément ils le font peut-être pour toutes sortes de partis, on le sait. Enfin, les écologistes étaient fichés S, etc. Enfin, c'était logique, quoi. Enfin, logique dans le sens de ce que propose l'État en tant que surveillance pour éviter voilà, les risques de toutes sortes, quoi. Ouais, Après, voilà. c'est normal. Et puis t'as pas l'air de t'en plaindre vraiment, quoi. Comme tu dis, voilà, ça a l'air d'être assez mineur. Il y a Psycho qui me dit, il faut qu'il vienne dans une convention rétro, ça serait cool. Alors moi, j'aimerais créer un bel événement. Est-ce que tu aimerais faire des conventions rétro avec Psychodélique et faire des spectacles, peut-être? Est-ce que t'aimerais changer ton format de spectacle? Tiens, vite fait, je t'emmène sur autre chose. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Non. Spectacle. Cette année, je continue à faire des GSPC, des nouveaux formats, et je vais faire des GSPC en direct dans un endroit auquel je suis en train de songer, et qui est un bar avec sous-sol et pièces et théâtre, enfin salle et tout ça. Donc du coup, oui, je commence à me dire que je vais faire des épisodes
direct, mais parce que c'est dans un cadre qui est propre à ce que je fais, qui est l'humour politique. Je pense pas qu'une convention de rétro gaming soit l'endroit où tu auras le public le plus réceptif aux chroniques que je fais. Alors Ça, faire de c'est l'animation vrai. et faire des trucs à côté dans le domaine du rétro gaming et je sais pas, être dans le cadre d'une émission où on parle de gaming, de rétro gaming, en étant drôle, etc., avec plaisir. Mais je vois pas ce que... Et bien sûr que je peux pas m'empêcher de faire une petite blague politique de mauvais goût de temps en temps, mais l'idée de faire des chroniques ou des spectacles comme ceux que je fais dans une convention de rétro gaming, c'est pas le lieu. Ah, je pense qu'à mon avis, c'est plus le fait de Mais t'avoir dans une convention. Il veut te présenter des consoles mystères. le rétro gaming et tout ça, oui, oui, mais moi j'avais... J'ai un gros projet autour de ça en fait que j'aimerais monter. On pourra en parler en privé de chaînes secondaires que j'ai envie de m'offrir pour l'année prochaine. Qui Ah, t'en sera avais parlé. justement Et il faudrait qu'on en parle un de ces quatre, tiens, en Discord off quand on aura Avec plaisir. un message. Pas de soucis. En plus, j'ai peut-être un truc à te proposer. Enfin, voilà. bah. C'est assez particulier. Tu connais une personne que. Enfin, tu connais peut-être la personne du coup, et moi j'ai le numéro de quelqu'un, j'aimerais te proposer un truc. Et voilà, on en parlera. Ok. Et quelqu'un de très legit en plus, quoi. Mais bon, après, faut que j'arrive à joindre et tout. Je Non, non, vous dis non, rien non, pour non. l'instant. Je veux pas m'avancer. J'ai même des scripts, hein. J'ai scripté une dizaine de vidéos sur la culture geek des années 90 et tout, qui sont quali. C'est-à-dire que bien sûr, ce n'est pas subversif, c'est pour mon plaisir. C'est pour ça que je veux pas lancer ça avant d'en avoir une dizaine de côté pour être sûr, tu vois, que ça D'alimenter, ouais. qui était principal. Mais par contre, c'est du quali, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est qualitatif en termes de ce que ça apprend. C'est divertissant dans le bon sens du terme, et t'apprends des choses et c'est drôle. Enfin, moi, ça me fait rire. Ouais, ça joue sur la nostalgie en plus. Mais c'est sur d'autres trucs, avec un angle un peu, voilà. Mais ça, c'est un truc que je ferai à la rentrée, pas avant. Alors après, t'avais un peu vendu la sauce vite fait chez Christopher en disant que c'était sur les années 90, voilà, des sortes de... Ouais. Voilà, ça... Moi ça me rappelle le truc que t'avais tenté avec ton collègue Lombard, tu sais, sur les... Justement, les... C'était comment? Comment s'appelait l'émission là que vous aviez fait avec Roland? Quel est avant? Ouais, c'était bien ça. Moi j'avais bien aimé. Après, c'est vrai que le format était peut-être compliqué à mettre en place tout le temps, quoi. Le format, il était bateau. Mais justement, l'idée, c'est de reprendre un peu le délire. C'est pas lié à ça, en fait. Mais c'est de reprendre un peu le délire de parler de cette génération et de cette époque-là. Mais là, plutôt les années 90s, en fait. Et j'ai plein d'idées de vidéos, je te soumettrai et tout. Mais c'est un truc, il faut l'assumer, c'est du divertissement. Donc, il faut le faire en collectif. Il faut le faire comme une entreprise, tu vois, sérieuse Un vrai taf. Ah, c'est de l'animation, quoi, en fait. Enfin, de l'animation. Du théâtre et de l'animation, façon de parler, quoi. Ouais, faut accepter qu'on peut en faire la publicité, etc. Que c'est quelque chose qui est du divertissement et qui n'est pas engagé, qui est à côté. Ouais, ça peut être cool. On va regarder le fond. Donc oui, pour répondre à ta question, ça me ferait plaisir de faire un truc dans une convention de jeux rétro, parce que j'adore ça, que j'ai une collection et que c'est un sujet qui m'importe et sur lequel je peux parler et je pense être pertinent. Mais pas les vannes que je fais sur scène et pas... Oui, normal. Oui, c'est pas le même public, c'est pas exactement. Après, c'est vrai que en plus, t'as vraiment une culture geek, façon de parler, etc. Donc, c'est totalement dedans. Et les années 90, effectivement, on a tous baigné dedans. Ouais, ouais, faire un truc comme ça peut. Voilà, bon, on en parlera. Ok, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, je te laisse m'envoyer un message en MP, comme ça on pourra en parler. Parce que je sais que toi, c'est compliqué sur Discord. Parce que t'as beaucoup de monde qui doit te solliciter, donc c'est un bordel. Mais pas de soucis, avec grand plaisir. Bah, je vais peut-être te laisser tranquille du coup. Je sais pas si tu veux rester encore un peu. Bon, bah, je vais y aller. Ok, pas de soucis. Bah, merci beaucoup de ton passage.